Yarana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La vannerie des Australes sous le feu des projecteurs durant 2 semaines. Chapeau, panier, péoué, il sent le fruit de 7 mois de travail pour les artisans de l'archipel. Autonomie alimentaire, résilience alimentaire, souveraineté alimentaire, autant de mots qui ont du sens pour les agriculteurs bio du Fénois. Convaincus que la filière a de l'avenir, les acteurs se multiplient. La campagne s'invite dans les cours de récréation des lycées. Si certains élèves ont l'occasion de pouvoir s'exprimer, ils sont encore indécis, leur choix étant bouleversé par des échanges entre adultes dans lesquels ils ne trouvent aucune réponse. La météo l'avait prédit et elle était bien au rendez-vous. Une houle de 3 mètres a déferlé sur le mythique spot de Hawaii. Surfeurs locaux et étrangers ont glissé dans les plus beaux tubes. Des riders gardent même des souvenirs ancrés dans la peau. Et enfin, après Verohia le copraculteur, nous vous présentons Verohia le pêcheur au harpon. S'il est un outil secondaire pour les adeptes, il est le principal pour le jeune homme qui ne cesse d'inventer de nouvelles techniques pour assouvir sa passion. Ils sont connus dans toute la Polynésie pour leur talent en vannerie. Les artisans des Australes rendent honneur à leur art toujours vivant et exposent leurs produits encore très convoités. Et pour cela, la lourde logistique est réglée comme du papier à musique. Pas de doute, toutes les tables d'exposition seront remplies de leurs plus beaux trésors. Chiquita Daruzes, Mirko Vanfou. Là, c'est le fruit de 6-7 mois de travail par les artisans qu'on a dans ce conteneur et le deuxième conteneur. C'est à Ramona que les artisans de Rurutu ont confié leur trésor. 2 conteneurs de produits artisanaux viennent d'arriver avec aussi du congelé. Cette année, ils sont une trentaine d'exposants et pour dépenser le moins possible, ils ont pensé à tout. Rurutu, il faut qu'ils mangent leur propre taro, leur manioc, banane, feuilles, il faut leur citronnade. Voilà. Car exposer à Tahiti a un coût. Comme ici, la location du truck, l'emplacement du hall de l'Assemblée pour 2 semaines, mais aussi la promotion de l'événement. Côté logement, la délégation de Rurutu a loué le Whareamuira de Papeiha de la paroisse de Terau-Orive à Tiparui, où tout est prêt pour les accueillir. Cette fois-ci, c'est pour 31. C'est tout. Et pourquoi ils ont choisi particulièrement votre Whareamuira? Il y en a d'autres parce que... Ça dépend des prix aussi, c'est ça. Hein? Parce que il y a des prix forfait. C'est mieux que tu mets prix forfait ou soit tu mets un prix par jour, alors c'est cher. C'est ça aussi. Mais je ne peux pas donner le prix. Les artisans, ils savent comment ça se passe. Ça fait des années maintenant qu'on fait les salons australes. Ils savent qu'il y a des dépenses à faire. Ils vont se préparer 6 mois à l'avance. Donc ils savent qu'avec les dépenses, combien il faut dresser pour que ça ramène tout. Et les beaux présentoirs et stands que l'on voit nous font souvent oublier les petites mains qui ont travaillé derrière. Elles sont 6 et elles sont très efficaces. On a pu décharger les 2 conteneurs avec l'aide de la famille des artisans qui sont venus donner un coup de main. De toute façon, on ne s'inquiète pas trop quand il faut faire le déchargement. On sait que les familles viendront pour nous aider. Les délégations arriveront à partir de vendredi matin jusqu'à dimanche pour une exposition qui ouvrira ses portes lundi à l'Assemblée de Polynésie. Le 20e Salon des Australes se tiendra sur 2 semaines. Au-delà des souffrances et de la crise humanitaire provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'ensemble de l'économie mondiale ressent les effets du ralentissement de la croissance. Pour analyser le tissu économique en cette période perturbée, le président Édouard Fritsch et le ministre des Finances se sont rendus dans des sociétés de Tiparui. Emploi, approvisionnement, réalité du terrain, le gouvernement veut établir un état des lieux auprès des chefs d'entreprise qui subissent la crise. Charlotte Burger, une chef de production, nous en dit plus au micro de Patrick Sing Sing. On a quand même senti la crise, parce qu'à la base, on a commencé avec des produits, comme vous voyez ici, qui sont axés aussi avec les locaux et les touristes. Et on a senti que pendant le Covid, il y avait forcément moins de demandes, moins de touristes, etc. Mais on sent que les gens, ils ont envie de consommer local, de valoriser la matière première locale. Donc on sent que quand même les clients reviennent petit à petit nous voir.
Des consommateurs toujours impactés par l'inflation. Selon l'ISPF, l'indice des prix à la consommation poursuit sa progression à plus 0,3% en mars. L'Institut relève néanmoins une baisse des prix de l'alimentaire après des mois de forte hausse. L'ancien maire de Haroué, toujours décidé à mener la vie dure à sa successeur. Selon nos confrères de la Dépêche de Tahiti, Teoura Iriti est encore l'objet d'une plainte déposée par Philippe Schill pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. L'élu Tapura à l'Assemblée dénonce des contrats passés entre la commune et l'actuel ministre des Sports, Naya Bennett, qui n'est autre que le fils de l'ex-deuxième adjointe et du nouvel adjoint en charge des sports, Errol Bennett, à des marchés à 2,5 millions de francs pacifiques. Le marché alimentaire bio se développe de façon exponentielle et ce sont ces chiffres qui le prouvent. En 2015, seule une quinzaine d'agriculteurs bio étaient recensés. Il serait plus de 150 aujourd'hui. Parmi eux, Touhani Pujibé, 30 ans. Il y a 10 ans, il a fait le pari de se lancer dans le métier pour répondre à une demande toujours croissante. Herevei Huata, Nicolas Sur. Dans son champ, Touhani n'a rien laissé au hasard. Ici, il n'utilise aucun pesticide. Chaque espèce est donc plantée stratégiquement. En attendant que le citronnier pousse, on va dire que le papayer, lui, va me donner des fruits, comme on peut le voir, avant le citronnier. Et la citronnelle, qui est un répulsif, sert un peu de répulsif contre les différents insectes que je peux rencontrer. Donc c'est d'associer, on va dire, toutes les cultures qu'on a pour essayer d'optimiser l'endroit et essayer de faire que les plantes puissent s'entraider entre elles, quoi. Des poules pondeuses pour produire de l'engrais naturel, des cochons et des chèvres pour labourer la terre et beaucoup de soins apportés aux plants. C'est un travail harassant qui permet toutefois à Touhani de vivre. C'est la bonne saison, on va dire. Avec les tarots par semaine, je peux faire déjà entre 30 et 40 paquets. Le paquet, il est à 1000 francs, donc ça me fait déjà 40 000 francs à peu près par semaine. Après, si j'ai du gingembre, des bananes, du taro, des patates douces, on va dire que par semaine, ça c'est le chiffre d'affaires, je n'ai pas encore levé toutes les charges, mais je dirais que par semaine, je peux atteindre 70 000 francs. Une fois récolté, une partie de sa production est vendue dans différents commerces et le reste part en direction de la coopérative Le Marché Bio de Taounoua. Touhani fait partie des 12 agriculteurs qui approvisionnent le marché, créé par Gilles Parzi il y a presque 20 ans. Quand je l'ai créé ce marché au début des années 2000, en fait, je courais derrière les produits bio. Maintenant, finalement, on est dans la sélection maintenant des produits qui nous sont livrés ici par les coopérateurs. Donc, on a une évolution qui est quand même très nette du volume, de la diversité, de la qualité. S'ils étaient une dizaine d'agriculteurs en 2012, aujourd'hui ils sont près de 200 à croire aux bienfaits de l'agriculture bio. Les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont partagé un moment avec l'association Haururu de Papen'o malgré une pluie battante. Les parlementaires suisses, canadiens ou calédoniens ont pu se rendre compte de l'importance des valeurs océaniennes que les bénévoles tentent de raviver. Après avoir été accueillis sur le marais Iviraut Omaru, la délégation a visité le centre culturel Tepuf Aui Tehiru Maui et notamment le tout nouveau Fare Arioy, mais aussi le Fare Rapaau, où ils ont échangé avec la tradipraticienne. Leur mission se poursuit demain avec un séminaire sur le changement climatique et le développement durable à l'Assemblée. La francophonie, vous le savez, a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, elle est une langue dont le nombre de personnes qui la parlent ne cesse d'augmenter. Et les détails avec vous, Stéphane Latino. Vous avez dit le principal, effectivement, un nombre de locuteurs qui augmente. Et on va voyager, regardez, on a mis cette belle carte, on dirait la carte de Monsieur Lapérouse, Jacques Cartier, lorsqu'il va découvrir le Canada, le Québec. On voyage de différentes manières. Vous allez le voir, on va voyager avec des icônes. J'espère que ça va venir. Voilà, Molière, on fête cette année le 500e anniversaire. Victor Hugo, l'idée de littérature, d'égalité. Ou encore le football, on a mis Michel Platini, c'est notre génération, on aurait pu mettre Zizou, qui aurait pu parler. Alors,
Avec tous ces éléments-là, on a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. 321 millions de personnes, eh bien, c'est leur langue maternelle, leur langue quotidienne. Et lorsqu'on regarde le classement, c'est la 5e langue mondiale. Alors, cette langue, elle est répartie sur l'ensemble des continents. Mais le continent où le français est vraiment dominant, c'est le continent africain. Vous le voyez là-haut, 60% des francophones sont africains. Et vous savez où est la ville la plus importante pour le français dans le monde? Ce n'est pas une ville métropolitaine, c'est une ville africaine, Kinshasa. Vous voyez, 17 millions de personnes qui, tous les jours, emploient le français pour leur vie quotidienne, leur vie économique. Maintenant, on va aller du côté des États-Unis. On se dit aux États-Unis, l'anglais domine, mais pas tout à fait. On a quand même 2 millions de personnes qui parlent le français, avec le souvenir de la Louisiane. Évidemment, Louisiane vendue par Napoléon aux Américains. Le français avait disparu en 1921. Eh bien, depuis 1968, le français est à nouveau une langue officielle. En tous les cas, il y a un réseau d'écoles bilingues qui fonctionne de manière très importante. Bref, plus de 10% des francophones aux États-Unis vivent dans cet État. Et puis, on va s'intéresser également à notre région, l'Océanie. Là, on n'est pas très fort en termes de chiffres. On va faire une petite addition. Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu. Le français est encore langue officielle avec l'anglais et la langue locale. Plus de 100 000 personnes le parlent. Wallis et Futuna et la Polynésie, ça va nous donner un total de 600 000 personnes. Et vous le voyez, c'est seulement 0,3% des gens qui vivent ici qui parlent le français. On est tout petit au milieu de cet océan. Peu de personnes que ce que l'on pourrait penser. Mais après l'Océanie, qu'en est-il de l'influence de la langue ? Ah oui, l'influence, c'est quelque chose qui est le soft power. On en parle beaucoup aujourd'hui, même si les armes parlent du côté de l'Ukraine. C'est une manière d'avoir un capital affectif. Alors, ça peut passer par le droit. Montesquieu, toutes les élites du monde ont connu Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Ça peut parler par la langue de l'amour. Le cinéma y a contribué, le romantisme ou encore l'idée d'égalité. Sachez, par exemple, que le Brésil, lorsqu'il est devenu indépendant, voulait prendre la Marseillaise comme hymne national en 1889. C'est pas tout à fait su. Donc cette influence-là, on va la mesurer avec le nombre de personnes qui ont décidé de parler le français. 51 millions de personnes aujourd'hui tentent d'apprendre le français alors que ce n'est pas leur langue maternelle. Et avec un chiffre intéressant, c'est en progression de 6,5% depuis 10 ans. Bref, le PAC français pousse dans le monde pour faire valoir sa culture. Alors, l'influence culturelle française, elle prend différentes formes. Tout d'abord, les alliances françaises. La plus petite, elle est juste à côté. C'est l'île de Pâques. C'est la plus petite alliance française dans le monde qui tente de diffuser le français sur ce petit territoire où vivent plus d'une centaine de Tahitiens. Ensuite, les lycées. Il y en a énormément à travers le monde. C'est le réseau le plus dense d'un pays qui a des lycées dans le monde. Ensuite, il y a également la télévision, TV5 Monde, et Internet. 4e langue dans le monde. Ensuite, on est partout, comme langue officielle ONU, le football, le CEO. Et puis la surprise, le Vatican. En Italie, eh bien, le français est la langue officielle du Vatican pour la diplomatie. Bref, quand on regarde tout ça, l'influence, elle est pas mal pour le français. C'est la boxe entre les pays. Pays plus influent, l'anglais, la langue anglaise. 2e, vous allez le voir, le français. 3e, l'espagnol. Et en bas du classement, le mandarin. Bref, c'est une langue belle, comme dit Yves Duteil, le français. Merci beaucoup Stéphane pour cette leçon de culture générale. Et sans transition, nous passons à notre rubrique consacrée à la présidentielle. La politique intéresserait-elle de moins en moins de jeunes? Toujours est-il qu'à travers leurs mots qui prennent parfois des allures de manifestes, il y a des constats amers, des attentes déçues et des rendez-vous manqués. À J-3 du second tour, la rédaction donne la parole à des lycéens qui souhaitent malgré tout faire entendre ce qui leur est cher. Mireille Nigamblin, Patrick Sing-Sing. Jeunesse et politique vont-elles de pair? Oui, du moins pour ces lycéens pour qui la campagne électorale a beaucoup d'intérêt. Je m'intéressais un peu à la politique, mais pas non plus des masses. Mais avec ce prof, M. Prunet, on a vraiment étudié la campagne. Du coup, j'ai décortiqué les programmes de tous les candidats. Du coup, je connaissais vraiment et je me positionnais vraiment en fonction des candidats. Et là, j'avais vraiment une idée dans ma tête de pour qui j'aurais voté cette année, mais à 2 semaines près, j'ai pas pu voter. Selon les estimations, les jeunes de 18-24 ans sont les plus abstentionnistes. Dans les cours de récréation, les idées se confrontent et les avis divergent. Certains sont décidés quand d'autres sont perturbés par les discours. Ouais, Mélenchon, bon, c'est son programme. J'entends un peu parler dans ma famille des élections, mais je fais pas trop attention parce que je suis pas trop intéressé, du coup, voilà. Mais quand tu vois, cette année, ils ont beaucoup voté Le Pen. J'ai pas forcément d'avis parce que bon, ça soutient d'un côté, ça soutient de l'autre, c'est la guerre par-ci par-là. Et à force, moi, je me dis, je trouve ça débile. Quand je vois
je critique pas tous les adultes, mais majoritairement, ils font de mauvais choix. Et nous, en plus, c'est la relève. Donc, tout ce qu'ils ont fait, on va se le prendre. Et ça va pas être forcément cool pour nous. À l'école, on tente d'informer les futurs citoyens, mais la neutralité reste de mise. Nous, on est là pour éveiller chez eux une conscience et l'idée qu'il y a quand même un devoir citoyen, ou en tout cas une prise de position. Nos positions personnelles politiques n'ont pas leur place dans la salle de classe. En attendant, chacun d'entre eux s'accroche à ses idéaux et prépare son avenir. On les retrouvera peut-être plus nombreux à la prochaine présidentielle. Et les lycéens de Mahina avaient une toute autre occupation aujourd'hui. Ils célébraient leur culture. Malgré la pluie, To'ere Pahu en raisonnait pour donner du rythme à ces chorégraphies mémorisées depuis des semaines. À côté du spectacle, des ateliers de tressage, de confection de couronnes de fleurs et de fabrication de pirogues traditionnelles. Pour couronner le tout, un Ma'ateiti cuit au Ahima'a. Le référent de la journée polynésienne est interrogé par Mirko Vanfo. Les élèves ont pu découvrir différents ateliers, participer au Tuaro Mohi jusqu'à 11h. Ensuite, on a eu l'occasion d'ouvrir le four tahitien, le Haima. Et on l'a tous dégusté ensemble. Et cet après-midi, on assiste donc aux danses, au spectacle préparé par les élèves et à l'élection Miss Mister LP Mahina, qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années. C'est très rare pour être souligné. La Légion étrangère s'est installée dans les locaux de la mairie de Ha durant 4 jours. Il s'agissait d'abord de présenter le rôle et les missions de cette unité d'élite de l'armée française aux familles et habitants de la commune, mais aussi de recruter des jeunes pour renforcer leur rang. Point particulier, la Légion recrute sans distinction de diplôme, un argument utilisé par l'adjudant-chef Yosif pour attirer les candidats. Il répond à Mathieu Allou. On est des professionnels. On offre une famille aux candidats. On voit ici à Haut, en général en Polynésie, que le chômage il est assez élevé. Donc on offre une offre d'emploi aux candidats qui sont suivis, ils sont intégrés dans une famille et ils vont avoir la chance de rencontrer d'autres nationalités et voyager dans le monde, voir d'autres pays, bien sûr. Des bombes aussi ahurissantes les unes que les autres. Je vous parle évidemment de surf. Il y avait du lourd à Hawaii. Surfeurs locaux et étrangers n'ont pas manqué ce rendez-vous de début de saison à Tiahupo. 3,50 mètres, c'était la plus grosse vague surfée et elle est signée Aimeo Sermac. On voit cela en image avec Nicolas Suire et Tim Pruvot. D'énormes vagues pour des tubes magnifiques grâce à la houle sud-ouest. Peu nombreuses, mais très belles. De l'avis des surfeurs présents, le plus beau tube est celui-ci. Il fait 3,50 mètres et a été surfé par Aimeo. C'est magnifique. Je me suis levé tôt ce matin, j'ai checké la webcam et c'était déjà énorme. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai attendu pendant environ 1h30 avant d'avoir ma vague, mais je crois que c'était la bombe de la journée pour l'instant, du coup je suis content. Ces conditions favorables au gros tube provoquent également des chutes plus nombreuses qu'en temps normal. Celle de Gilbert, le prodige de 14 ans, lui laisse des marques dont il se souviendra. J'ai vu la vague arriver, j'ai ramé dessus et déjà au début j'ai vu que j'étais late quand même. J'essaie de m'accrocher et je suis tombé en avant. Et là, le lip m'a direct envoyé dans le récif. J'ai direct tapé la tête et voilà, j'ai attendu que ça se calme pour remonter un peu. Et voilà, c'était cool derrière, il n'y avait pas de deuxième, du coup c'était bien quoi. Rappelons que sur ce spot, une mauvaise chute peut être fatale. Malgré tout, caméramans et photographes étrangers sont venus immortaliser ces prises de risque. Pour l'ouverture de la saison, je trouve que c'est pas mal. On a déjà eu des vagues aussi un peu en février, mars, quelques vagues aussi pendant l'ouverture de saison, incroyable. Je pense que c'est un bon cru cette année. Des surfeurs hawaïens ont fait le déplacement pour s'illustrer sur le spot mythique de la presqu'île. La houle est donc à surveiller tous les jours, comme lors d'une compétition. Sur l'eau, toujours à Ahe, après la copraculture, la pêche est aussi une des activités favorites de Wirohiam Eifanu. Pour ce jeune homme, les accessoires de pêche sont inutiles pour ramener de quoi manger, car il les fabrique lui-même et son ingéniosité est débordante. Voyez plutôt ce reportage sur des images de Marcel Bonneau.
À 17 ans, la préoccupation de Verohia était autre. Il choisit ses parents à un emploi, alors il met fin à sa scolarité et revient sur sa terre natale. Sauf qu'il y a une différence près, c'est que les poulies, je les ai dispositionnés à un seul côté pour que la corde soit bien positionnée là, ici. Dans sa tête, des idées fusent pour assouvir sa passion, la pêche. Cette arbalète, il l'a conçue lui-même. Quand j'ai fait, j'ai pris les jambes de vélo. Il y en a 2 de chaque côté pour solidifier. Après, les poulies, c'est pour faciliter le travail du ressort. Tu vois, comme j'ai mis attaché un endroit ici, dès que je tire la corde, tu as la poulie qui commence à travailler avec le ressort. Son père, pêcheur lui-même, est épaté. Chapeau à lui, hein. C'est que moi, je ne l'ai pas appris à faire des trucs comme ça. Hein. Et c'est pas pareil que nous, on faisait à l'époque. Hein. C'est tout nouveau pour moi. Mais tout ce qui est à jeter, on ne jette plus maintenant. Mais son objet fétiche, c'est celui-là. Un harpon fabriqué main, lui aussi. Dans son royaume, plus rien ne l'arrête. Après 30 minutes de chasse, Verohia en rapporte les fruits. Le hattori pour Mutu, c'est le fait tu découpes l'endroit où il y a le derrière, ça, hein, c'est pas, parce que le derrière il est collé vers l'intérieur. Du coup, quand tu le découpes comme ça, il se détache, tu vois, là il s'est détaché, le morceau qui tient à l'intérieur. Hein. Ensuite, ce qu'on fait, nous, on déchire ce qu'il y a là dans la tête, là. Attends, je vais montrer. Hop là. Juste découper cette partie. Tu vois, ça c'est les Pomutu qui le font. Normalement, ils ne découpent pas cette partie. Mais comme là, c'est le Kukina, il a les branchies un tout petit peu plus solides. Du coup, je suis obligé de le couper comme ça. Hein. Après, il tire à partir des branchies. Dès qu'il tire les branchies dehors, dès que les branchies sont retirées, tu peux tirer tous les boyaux de l'intérieur. Allez dehors. Comme le dit l'adage, si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Verohia en est un parfait exemple. Déjà 3 poissons, c'est beaucoup parce que tu vois, là au moins mon petit foyer, on a de quoi manger cet après-midi, tu vois. Si tu veux, la qualité de vie est bien meilleure qu'à Tahiti. Sur cet îlot, l'océan et Verohia ne font qu'un. Depuis toujours et à jamais. L'information principale de ce journal, la 20e édition du Salon des Australes ouvrira ses portes lundi prochain. Et pour satisfaire la demande toujours grandissante des amateurs de vannerie, 2 conteneurs remplis d'objets artisanaux ont été acheminés depuis l'archipel. 7 mois de travail ont été nécessaires pour préparer cette exposition. Matei Tutave, membre de l'association Tainui Friends of Hokulea, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Il évoquera avec Corinne Tahiti à l'expédition des pirogues traditionnelles hawaïennes qui sont actuellement en route vers Tahiti pour participer au sommet sur le climat. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre sur ces artistes polynésiens qui exposeront à Paris. Et Tahiti Info s'intéresse, lui, au Vini des Tuamotu qui est menacé. Après ce journal, rencontre avec de nouvelles familles polynésiennes dans votre émission Pa'Waura avant de retrouver le docteur Sean Murphy dans Good Doctor. Merci pour votre fidélité. Je passe la main à Maruki Duri. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et prudence sur les routes. Je vous laisse apprécier une dernière fois ces images capturées à Tiahupo.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.